L'association montréjolaise de radiomodélisme est, comme son nom ne l'indique peut-être pas au premier abord, un club au sein duquel le train tient une très grande place. Au fil des ans, elle a construit de nombreux réseaux. 7 étaient visibles dans ces vastes locaux le jour du tournage de ce reportage. Les échelles pratiquées vont du N au 0, en passant bien sûr par le HO. Et si les premiers réseaux conçus au sein du club l'ont été en analogique, de plus récents sont pilotés par informatique. Je vous propose de découvrir ces diverses réalisations présentées par différents membres de l'association dans ce reportage. Beaucoup de matière et d'idées à puiser pour les amateurs et les modélistes au cours de la visite de ce club. Aussi, cette vidéo sera diffusée en 2 parties. Vous retrouverez la seconde dès la semaine prochaine sur cette chaîne. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. L'association montréjolaise de radiomodélisme, AMRM, a été créée en 1982. Elle fête par conséquent, en cette année 2022, son 40e anniversaire. Son activité a débuté autour d'un circuit de voitures radiocommandées créé dans un coin du terrain de camping de la ville de Montréjeau. Par la suite, des pratiquants de l'aéromodélisme l'ont rejoint et l'aménagement d'un lac dans d'anciennes gravières a motivé le démarrage d'une activité de modélisme naval. Le train est arrivé au sein du club en 1995, mais a fini par devenir la pratique dominante au sein de l'association. On va rencontrer plusieurs des animateurs de cette section, à commencer par Sylvain Coste, qui nous accueille à l'entrée des locaux actuels du club, tout près de la salle des fêtes de la ville. Alors ici on est à Montréjeau, donc c'est dans le sud de la Haute-Garonne. Pour les ferrovipates, c'est sur la ligne Toulouse-Tarbes. Et donc la gare de Montréjeau est aussi l'embranchement de la ligne de Luchon. Mais ici, on est au club de modélisme de Montréjeau, l'association montréjolaise de radiomodélisme. Un club qui fait du train miniature, du bateau radiocommandé aussi, qui à une époque aussi faisait de l'avion radiocommandé. Le train est arrivé un peu plus tard. Le club a été fondé en 1982, et donc il y a 40 ans. Et faisait à l'origine de la voiture radiocommandée, puis ensuite il y a eu l'avion, le bateau. Le train est arrivé sur le tard au début des années 90. Et depuis, c'est l'activité qui est montée, et c'est devenu l'activité principale du club maintenant. Mais on a gardé le nom. On va entrer maintenant dans le bâtiment et dès le hall, un premier réseau. On est dans l'antre du club, c'est un local qui nous est mis à disposition gracieusement par la mairie. On en remercie beaucoup. Parce que je sais que tous les clubs n'ont pas cette chance-là, surtout d'avoir cette surface. Donc ici, on commence avec un réseau en N qui appartient donc à Jean-Marc. C'est un réseau qui a été construit qui a été commencé par un membre du club, qui l'a racheté pour ensuite le continuer, mais qui est installé ici, puisqu'ils sont plusieurs à travailler dessus. Et parmi eux, il y a Alain. Alors ce réseau, il a la particularité d'être la propriété d'un des membres du club. Mais bon, il est hébergé au club et il le met aimablement à la disposition du club, ce qui fait qu'on peut l'amener dans des expositions. Ça nécessite un peu un véhicule qui ne soit pas très, très spacieux. Il n'est pas terminé, il est quand même avancé au niveau décoration. Il a la particularité de pouvoir être alimenté soit en analogique ou soit en digital par l'intermédiaire d'un petit interrupteur. Et il a la particularité aussi d'avoir un système automatique qui permet le démarrage des rames dans la gare par l'intermédiaire d'ILS. Un train qui va arriver sur une voie va libérer un ILS qui va permettre le démarrage de notre train et ainsi de suite sur les 2 voies, ce qui permet une circulation de 3-4 trains. Le circuit a été étudié de façon à ce qu'on ne sache pas, quand le train rentre dans un tunnel, on ne sache pas exactement où il va ressortir. Ce qui fait que c'est une espèce de double 8, mais en fait qui est un seul circuit. Si vous voulez, le train va partir de la gare, il va rentrer dans le tunnel, il va sortir ici, il va rentrer sous ce tunnel, il va repasser ici, rentrer ici, ressortir sur l'autre faisceau de la gare, revenir par ici, rentrer ici, ressortir par ici
et retourner à la gare sur l'autre faisceau. Comme sur tous les réseaux du club, on travaille un peu, tout le monde travaille un peu sur tous les réseaux, mais un peu, on a des systèmes d'équipes où les équipes travaillent plutôt sur l'un réseau ou sur l'autre, mais les membres travaillent sur tous les réseaux. Au niveau déco, il y a certains s'occupent plutôt de la partie électrique, d'autres de la menuiserie, d'autres de la décoration. Chacun a ses compétences et on met tout ça ensemble pour avancer sur tous les réseaux. On va avancer dans la visite et retrouver pour cela Sylvain auprès du réseau du club, sans doute le plus connu de ceux qui fréquentent les expositions. La gare de Cap-Verne, qui a été exposée notamment à Sedan en 2013, on a tourné pas mal dans la région aussi avec, qui est monté quasiment à 2 beurres dans le club maintenant, qui est un peu le gros réseau du club où on vient tourner pendant les réunions du club le samedi après-midi et le lundi après-midi. Donc c'est un réseau à chaud qui est équipé en digital. On a une Roku Z21 pour pouvoir commander aussi, soit avec des téléphones portables, avec des tablettes. Et donc les membres viennent faire circuler leur train sur ce réseau. Cap-Verne, c'est la gare sommitale en fait, c'est le point haut de la ligne Toulouse-Pau. En haut d'une rampe de 33 pour 1000 qui est assez célèbre, donc c'est du 33 pour 1000 en continu sur 13 km depuis la gare de Tournai. Et donc en réalité, certains trains sont poussés, les trains les plus lourds sont poussés pour arriver à gravir la rampe. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas tellement de trains qui ont besoin d'être poussés, donc elles ne voient plus passer de trafic marchandises maintenant. La plupart de toute façon, quasi 100% des trains qui passent dessus sont des automoteurs. Il y a juste un train de fret qui descend, mais il est vide et il descend la rampe de toute façon, donc il n'a pas besoin de pousse. Les seuls qui auraient besoin d'être poussés sont les trains de pèlerins en rame tractée, mais alors maintenant ils se comptent sur les doigts de la main, quoi. Mais quand il y a besoin, effectivement, il y a quand même encore une pousse qui est réalisée. Ah oui, il y a une époque, il y avait je ne sais pas combien de trains par jour qui étaient poussés dans la rampe. Que ce soit, bon, c'est vrai que les pèlerins étaient plus nombreux, mais au-delà de 8 voitures, les trains avaient besoin d'être poussés. Il y avait un peu de fret aussi. Donc la pousse était assurée quand même de façon systématique, plusieurs fois par jour. Le réseau La Gare de Cap-Verne, François le connaît bien pour en avoir été l'un des initiateurs dans les premiers temps du développement du modélisme ferroviaire au sein du club. On est, oui, devant la genèse du club, en fait, parce qu'au départ, le club était sur un vieux réseau des années 60, et on est arrivé avec l'idée de faire, en fait, un réseau modulaire. Donc, le réseau modulaire est parti sur un projet qui était commun avec un club de Tarbes, sur la rampe de Cap-Verne. Donc vous avez ici l'extrémité de la rampe de Cap-Verne et la gare qui a été réalisée, ainsi que le décor, entièrement par le club. C'est-à-dire que c'était une première, parce qu'on est passé d'un réseau type années 60 à un réseau modulaire. Donc petit à petit, il y a eu un énorme travail qui a été réalisé et sur le décor, et sur le fond de décor, et sur tout ce qui pouvait apporter sur l'aspect modélisme qu'on pouvait présenter dans le train miniature qu'on sortait des réseaux des années 60. Voilà, donc on a ici plusieurs techniques qui ont été établies. Celle du zéchium qui représente le décor, l'aspect de la voile, l'aspect de la caténaire qui a été posé mais sans la ficelle, pour des soucis de simplicité quand on se déplace en exposition à droite à gauche. Et puis, on a réalisé aussi tous les bâtiments de la gare de Cap-Verne. Donc, c'est uniquement des constructions personnelles qui ont permis à beaucoup de membres du club de découvrir le modélisme. Il ne suffit pas de faire tourner des trains, il y a aussi le plaisir de construire, de réaliser et de rendre cet aspect de diorama. Et on sort du train miniature et on rentre de plus en plus dans le diorama et dans la représentation d'un site réel. Voilà, la gare de Cap-Verne est la reproduction réelle de l'emplacement. Ce travail a été réalisé par différents membres du club, autant les maquettes que la modélisation des bâtiments.
Et on est resté sur quelque chose qui représente le train miniature dans son aspect le plus ludique. Ça veut dire qu'on peut manipuler sans problème puisqu'on est passé au digital. Donc chacun peut faire bouger son train avec sa tablette ou avec son téléphone et pour faire des entrées en gare, des arrêts en gare et ainsi de suite. Voilà, le principe était là, c'est que chacun puisse apporter sa petite pierre pour essayer d'arriver à un produit fini. Bon, le fond de décor a été repris par quelqu'un qui a un coup de pinceau magistral. Et puis ensuite, on a essayé que l'ambiance du diorama représente vraiment le plaisir de voir un train passer dans les années qui symbolisent ici la fin des années 80-90 et puis ensuite la possibilité de faire des manœuvres. Voilà, et ce réseau est parti plusieurs fois en exposition. On est monté à Sedan pour la grande fête de la Fédération de modélisme ferroviaire. C'était les 60 ans, si ma mémoire est bonne. Et on s'est déplacé aussi à Tarbes, dans le cadre d'une exposition qui était en commun, puisque Tarbes a fait ce qu'on appelle le viaduc de la Nespelle. Donc nous, c'est la suite de ce projet. Ensuite, il y a eu une petite scission dans ce projet et chacun est resté chez soi. Mais nous, on continue à exploiter ce réseau avec d'autres projets que vous avez vus. Et puis, on essaye toujours de l'améliorer de plus en plus, d'arriver à une certaine réalité, une certaine finesse dans le détail et dans l'exploitation. Voilà, mais on est ouvert à tout ce qui peut rouler, tous les membres du club qui ont un train à montrer, à faire rouler. Au contraire, on est ouvert à tout. Au départ, c'était le projet qui était commun avec 2 clubs. Voilà, c'était ça la genèse du projet. Et puis, entre faire la gare de Montrégeau, qui était énorme, ou faire quelque chose de plus rapide et surtout où on pouvait arriver très facilement à une exploitation, c'est-à-dire à un produit fini. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait quelque chose de simple, à la portée de tout le monde. Donc Tarbes faisait la gare de Tournaille et nous, on faisait la gare de Cap-Verne, avec l'idée de représenter toute la rampe de Cap-Verne. On a représenté le début de la rampe et on s'est arrêté là pour le moment, par un manque de place. Et puis surtout, au départ, on était dans un local beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que ça prenait déjà beaucoup de place. Et maintenant, avec la possibilité qu'on a, et ensuite les différents projets qu'on a développés, ce qui permet sur ce réseau de faire tourner en digital traditionnel. Je crois qu'on doit frôler les 12 mètres en longueur avec l'idée, c'était que derrière la coulisse soit le plus près possible pour un problème de transport et de logistique, ça veut dire de transporter les modules et ainsi de suite. Donc il fallait que ça soit quelque chose de pratique à monter, pratique à installer et qu'il n'y ait pas trop d'électronique. Donc on est vraiment sur un TCO type manuel avec des boutons et on fonctionne en digital sans problème. Alors on est sur la ligne qui fait Toulouse-Bayonne avec la fameuse rampe de Cap-Verne qui était la 2e rampe de pouces non attelés avec beaucoup de trains de pèlerins puisqu'on dessert Lourdes. Et avec aussi, hélas maintenant, très peu de trains de marchandises qui sont hélas disparus. Et il y avait aussi, par rapport à Montrégeau, l'antenne qui monte à Luchon. Donc il y avait énormément de trains qui desservaient et Montrégeau et qui desservaient Tarbes et Lourdes. Donc c'était cette ligne de Bayonne qui permet aussi de faire beaucoup de démonstrations de matériel. C'est-à-dire qu'on a vu des essais de TGV Thalys, des essais de machines les plus diverses, parce que dans la rampe, c'était un terrain d'essai fabuleux. Donc la rampe de Cap-Verne, c'est vrai, permet de faire beaucoup d'essais de machines. Et on a vu passer énormément de matériel qu'on ne verra jamais passer ici. C'était l'idée même des essais de la rampe de Cap-Verne. Les machines en attente étaient souvent à Tournaille. Donc le train, en fait, s'arrêtait à Tournaille. Les 2 machines venaient en pouce. Et c'était les 2 machines qui étaient en pouce qui donnaient le top départ. Et la machine en tête tractionnait après. Et arrivé ici,
donc en haut de la rampe. Les 2 machines en pouce s'arrêtaient, le train continuait et les machines se mettaient donc en arrêt et repartaient dans le sens inverse. C'est pour ça que c'était l'avantage de la pousse non attelée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manœuvre à dételer ou ces machines. Il y avait une section ici où juste devant le passage à niveau qui est enlevé, les machines s'arrêtaient ici. Donc elles rentraient ici et repartaient en sens inverse dans la descente de la rampe. Donc c'était l'avantage de la pousse non attelée. Et elles repartaient à Tournaille attendre le prochain. Il n'y a plus de pousse. Il y a très peu de trains de pèlerins, puisque maintenant c'est en TGV. Et tout ça, ça passe par Bordeaux. Donc on a quelques AGC et on a à nouveau, on croise les doigts pourvu que ça dure, on a à nouveau le train de nuit qui passe, le fameux Tarbes, lourde Tarbes, mais qui ne fait pas d'arrêt ni à Cap-Verne ni à Montrégeau. Voilà. Mais il n'a pas besoin de pouce puisqu'il est limité à 4 voitures, je crois. Donc avec une machine conventionnelle, il n'y a pas besoin de pouce. Et il n'y a plus du tout de marchandises. Voilà, c'est devenu une gare locale d'arrêt. Cap-Verne était réputé parce qu'il y avait des thermes. Et tout ça, ça a un peu baissé, hélas. Mais il y a encore des arrêts pour desservir le thermalisme à Cap-Verne. François l'évoquait, Cap-Verne est le 2e réseau du club, car c'est avec une autre maquette que celui-ci a démarré son activité de modélisme ferroviaire. Ce réseau des origines existe toujours. Sylvain va nous y conduire. C'est ce qu'on appelle le vieux réseau. C'est un ovale en rachot qui est en fait le premier réseau qui a été construit au club, donc au début des années 90. Et qui est encore utilisé pour tout ce qui est matériel analogique, parce que qui ne peut pas rouler sur le réseau digital. C'est aussi de la voie en code 100, donc qui accepte du matériel assez ancien avec des roues assez grosses. Le décor est pas mal vieilli, mais c'est encore un réseau qui sert, qui est bien pratique quand même de temps en temps aussi. Voilà. Ensuite, on va passer à l'atelier. Donc oui, c'est vrai que oui, l'isolation escalée ici, il n'y en a pas du tout en fait. Donc en hiver, on n'a pas très chaud, il faut plutôt bien se couvrir. Donc là, on a quelques réseaux qui sont en construction. Il y a d'abord ce petit réseau en HO aussi, qui est entièrement automatique. Il est construit sur une gare qui est construite sur la norme Modulino pour les extrémités. Et quand on tourne tout seul, tout le réseau est piloté par un système d'Arduino et permet d'avoir des circulations automatiques sur une petite gare de campagne de voie unique qui permet de faire des croisements. Donc là, en ce moment, ils sont en train le décor est quasiment fini et c'est un peu la mise au point du système informatique qui est quelquefois un peu compliqué, mais ça a l'air de commencer à bien marcher. Ensuite, on a un autre réseau assez grand qui est en train d'être construit, c'est la gare de Saran-Colin. Saran-Colin, c'était sur la ligne de Lannemezan à Haro, donc une ligne qui est fermée, qui ne va plus du tout passer de train depuis le milieu des années 2000. En fait, Saran-Colin, c'est pas très loin de Montrégeau, donc on a eu la chance d'avoir cette gare qui est restée vraiment dans son jus. Typique Midi, jusqu'à il y a très peu de temps en fait, elle avait encore sa caténaire, toutes les voies étaient là, le bâtiment typique, elle se prêtait vraiment bien à une reproduction miniature. Et donc on a attaqué ce réseau, qui est encore loin d'être fini, la coulisse est déjà bien avancée. Et par contre, le décor est à peine ébauché pour l'instant. On a fait toute la menuiserie, l'éclairage, ça permet d'avoir... on a mis l'éclairage avant de façon à pouvoir travailler sereinement sur le décor et pas avoir de mauvaises surprises après. Donc voilà pour Saran-Colin, il faudra revenir plus tard. Après ici, on a un ovale aussi qui a été construit pour faire rouler du matériel plus ancien. Puisqu'on a quelques collectionneurs de matériel dans le club qui avaient envie de pouvoir faire rouler leur train puisqu'ils n'ont pas forcément la place chez eux. Donc on a trois voies en ovale, donc 2 voies en 0, une en HO. Pour le HO et le 0, on choisit entre 2 et 3 rails aussi, pour pouvoir faire circuler du matériel assez divers et surtout ancien. On peut avoir des belles pièces qui sont venues circuler ici. Et enfin, le dernier,
Le dernier, c'est un petit réseau qu'on a construit à partir de voies qu'on nous avait données. Donc on a récupéré une planche. Ça serait plutôt pour les expositions, pour que les enfants puissent manipuler. Voilà, c'est vraiment un petit réseau un peu ludique pour pouvoir s'amuser, qui n'est pas fragile, qui est facile d'utilisation. Et voilà, c'est pas forcément le plus beau réseau du club, mais au moins il est pratique, il est accessible aux enfants. On peut le sortir facilement. Et peut-être qu'un jour, les enfants qui ont joué là-dessus viendront travailler sur d'autres réseaux avec nous. C'est peut-être un peu aussi le but. Et on a de bonnes raisons de penser que ça peut être une stratégie gagnante. Autre réseau, autre échelle, Sylvain est passé rapidement dessus, mais on va y revenir maintenant. Les collectionneurs de trains anciens ont aussi désormais leur espace pour faire rouler leurs machines. Alors il nous manquait au niveau du club de quoi faire rouler les gros trains anciens, comme par exemple cette Flèche d'Or qui est de 1930. Donc on n'avait pas de voies suffisantes et à cette époque il fallait des voies à 3 fils de rail, un rail central avec des frotteurs de façon à pouvoir prendre le courant. Et pour du matériel beaucoup plus moderne, toujours au même grand écartement qui s'appelle le 0, il nous manquait également de quoi faire rouler des machines seulement à 2 fils de rail, sans frotteur au milieu, mais toujours avec le même courant continu. Voilà par exemple une machine qui est en bronze et laiton, qui est assez lourde et qui, elle, peut rouler là-dessus, mais elle ne peut pas prendre les courbes. Il faudrait qu'on ait un rayon beaucoup plus grand. Et puis pour finir ici, voilà une voie ferrée qui est universelle, mais pour les trains à chaud. Vous voyez qu'il y a 3 fils de rail, on peut la faire fonctionner en 2 rails ou en 3 rails. Voilà, c'est très pratique. Et là-dessus, on s'amuse à faire rouler un peu n'importe quoi. C'est le gros avantage. Alors, Markling a un autre système, c'est du 3 rails, mais courant alternatif. Alors qu'ici, nous sommes en 3 rails, quel qu'il soit, mais en courant continu. Et Markling est resté fidèle et toujours fidèle aux 3 rails. Cependant, il a acquis, il y a fort longtemps, une autre marque qui permet de faire du 2 rails. Et cette marque, c'est Trix. Pendant un temps, il faisait des locomotives spéciales sous le nom de Hameau et qui fonctionnaient en 2 rails. Mais Markling, c'est 3 rails. Alors, ce que vous voyez ici en marque ancienne, vous voyez du JEP des années 1930 qui s'appelle la Flèche d'Or. Et voici la locomotive de la Flèche d'Or. Ça fait partie des choses qui sont toujours collectionnées. Voilà. Alors on voit très bien ici les 2 frotteurs qui permettent la prise de courant. Et c'était quand même des modèles qui étaient assez lourds. Plusieurs constructeurs, dont JEP, se partageaient le marché à l'époque. Alors JEP pour le 0, mais il n'y a pas que JEP. Là vous avez du matériel, les petits wagons de la marque concurrente anglaise Hornby. Et il y avait en région parisienne, à Bobigny, une filiale qui s'appelait Mécano Hornby France. Voilà. Mais les vrais modèles anglais et historiques, c'est ça. Qui était fort bien conçu d'ailleurs à l'époque, avec des systèmes multiples pour par exemple décharger. On tourne le petit wagon et on lève. Voilà. Frank Hornby n'est pas le précurseur, c'est beaucoup plus tard. Cette marque JEP date de 1902, avant. Et Frank Hornby, au départ, il n'a pas fait de train. Il a fait le mécano. Et c'est dans les années 20 qu'il a commencé à faire un petit peu de train. Alors, tiens, pour le HO, là, j'ai mon ami Claude qui a apporté ici les premiers trains qui étaient pour les enfants de la marque Jouef. Alors, on reconnaît une petite locomotive qui était faite en plastique, qui a un petit moteur qu'on appelle saucisson parce qu'il est rond, mais qui n'était qu'en 6 volts. Donc, il faut faire attention quand on met le courant. Et derrière, ce sont des petites voitures qui sont à une échelle bâtarde et qui sont en tôle lithographiée. Exactement comme les grosses. Alors en 3 rails, moi qui suis un vieux collectionneur et Claude également, nous avons des machines qui fonctionnent en 3 rails. Alors dans les marques anciennes, vous avez par exemple du Tab, du Fournereau, du Lemaco, des quantités de marques aujourd'hui disparues. Le système le plus courant, c'est bien le rail central, qui marchait soit avec des petits frotteurs ronds, comme vous avez vu sur la machine à vapeur, ou sur celle-là, qui est sa cousine, et qui fonctionne de la même façon, ou également avec un frotteur en longueur, système Markling, mais toujours courant continu. Il y a des choses qui sont très rares. Là, si vous voulez un ordre de grandeur, la petite rame Flèche d'Or que vous voyez,
elle se négocie à beaucoup plus de 1000 euros. Si vous avez la chance d'en avoir une dans votre grenier, vous possédez un petit trésor. La semaine prochaine, on reviendra avec Sylvain et de nouveau d'autres membres du club sur les réseaux les plus récents qui sont encore en cours de construction. L'occasion de vous livrer quelques astuces de câblage et d'utilisation de l'informatique que l'association montréjolaise de radiomodélisme a mis en œuvre sur ses dernières créations. Notez que si vous souhaitez rendre visite au club et découvrir comme moi l'ensemble de ses réseaux, il y a des journées portes ouvertes organisées chaque année. En 2022, elles se tiendront les 29 et 30 octobre et seront l'occasion de fêter les 40 ans de l'association. Sinon, le club est ouvert chaque samedi après-midi de 15h à 18h. Il se trouve avenue de la Bigorre, juste à côté de la salle des fêtes.